Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour une Alia Story en couple aujourd'hui, puisque nous avons le plaisir de recevoir Richard et Sophie Rosenbaum. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Richard, merci d'être avec nous pour raconter cette Alia. Alors vous ne l'avez pas faite ensemble, on va le voir dans un instant, mais c'est quand même, on va dire, 25 ans de complicité. Ouais. Complètement. Un peu plus même, 28. 28 ans, si on vous compte, connaissez, et 25 ans de mariage. Ouais. Alors aujourd'hui, mission est enregistrée, mais c'est quand même aujourd'hui un jour particulier puisque c'est votre jour anniversaire de mariage, donc Mazal Tov. Merci. Alors 25 ans, je ne sais pas, c'est c'est des mariages... Il y a un nom. Ah ouais, on a oublié. C'est pas grave. Exactement. C'est vrai que on va le voir. Vous êtes un couple très intégré. C'est-à-dire que vous êtes, on va dire aujourd'hui, plus israélien que français. Bah oui, quand même. Déjà, le temps fait du sien. Ouais. Bon, moi, en tant qu'ancien Parisien, j'ai quitté la France, j'avais 17 ans. Ouais. Et pendant toutes ces années, je me suis jamais senti français. J'ai toujours... Tu as vécu dans une ambiance où on t'a dit, ta famille t'a dit, ta place est en Israël, Ah c'est oui, là-bas que tu dois devenir. tout à fait. Moi, j'ai mes parents qui nous expliquaient toujours ce qu'ils ont vécu pendant la guerre. Ouais. Et malgré moi, c'est... Donc il y avait toujours cet objectif voilà, de partir en Israël. Mais il y a eu quand même quelque chose qui a déclenché, qui a eu un déclencheur, on va dire, qui a fait... Bon, à la base, je savais qu'un beau jour, je partirais en Israël. Ouais. Je le savais, mais le catalyseur a été la guerre du Liban. Ouais. J'étais adolescent, j'avais aux alentours de 16 ans, 17 ans, et là, en voyant les reportages... Tu vois les informations, voilà, tout ce qui se passe. Je voyais les images à la télévision et ça m'a bouleversé. J'ai vu, surtout qu'il n'y avait pas à l'époque, à la télévision française, c'est pas qu'il y a tellement comment on dit C'était moins développé à l'époque. Non, il cache pas spécialement comme chez nous. Ouais, aujourd'hui, oui. Où on monte des... on montrait toutes les images et toutes les scènes. Voilà, tout à fait. Alors, j'ai compris que ça y est, je devais... Donc la guerre du Liban, la première guerre du Liban en 1982, tu dis ma place est en Israël et c'était logique pour toi de venir et tout de suite de rentrer dans l'armée. Ouais, très jeune, c'était un rêve. C'était tout à fait ça, de porter l'uniforme de Tsahal, en sachant qu'est-ce que ma famille a vécu pendant la guerre, c'était très très important pour moi. J'avais déjà un frère qui était aussi à l'armée, qui était monté en Israël en 70 et qui était aussi dans les parachutistes. Et toi, tu rentres dans les Givati ? Ouais. Donc le petit Parisien qui arrive en Israël dans les Givati, ça fait un petit choc quand même. Ah ouais, tout à fait. Bon, je suis arrivé avec une telle motivation. J'étais super motivé. Ah ouais. C'est-à-dire que rien ne pouvait m'arrêter. Et très vite, la motivation, c'était quoi ? C'était de dire, il faut que je m'intègre à ce nouveau pays, et la meilleure façon, c'est l'armée. Et donc, tout à fait. C'est de connaître ces Israéliens, leur mentalité. Je suis rentré à l'armée, je parlais pas très bien le français. On m'avait envoyé... L'hébreu, pardon. On m'avait envoyé les 3 premiers mois dans un ulpan pour apprendre un petit peu l'hébreu malgré tout. Et je suis rentré au bout des 3 mois réellement dans un régiment de Givati. Et je suppose que tu as appris très rapidement toutes les expressions possibles et imaginables en hébreu. Ça, quand on vit 24 heures sur 24 avec des copains de l'armée, du régiment, ça monte très très vite. Et sling et tout... Donc, l'armée, Givati pour Richard. Et pendant ce temps-là, où est Sophie ? Gentiment en France. Ouais. Commence des études. Oui, je suis encore au lycée. Très française, très parisienne. Ouais. Israël, c'est quoi ? Ça représente quelque chose à l'époque ? À l'époque, si
Si ça représente quelque chose, c'est venir faire bronzette Ouais. juillet-août et revenir toute bronzée à Paris. Pas plus. Pas plus. C'est vraiment pas Ah non, un non. objectif, quelque chose. Absolument, Hmm. absolument pas. Je viens d'une famille relativement laïque. On était très français. Ouais. On était juifs, mais on était très français. Et Donc tu commences tes études. je commence mes études à l'université en France, et je pars avec une copine pendant l'été, donc par l'UEJF Ouais. à l'époque, pour faire un voyage découverte en Israël. La 3 première fois, semaines. l'une des premières fois que tu viens en Israël. Ouais, la j'étais première découverte. venue une fois avant avec Ouais. mes parents. Ouais, mais c'est la découverte vraiment Mais là, c'est- d'Israël ouais, cette ouais, fois-ci, vraiment. avec des visites. Exactement. je pense 3 qu'il y a eu semaines, on a fait 3 semaines kibbutz dans le kibbutz nord. en plus, ah Ouais, oui, ouais, c'est la ouais. découverte vraiment La d'Israël. petite parisienne. Mhm. Jetée à l'eau, et puis Et puis, une semaine découverte. ouais. Et le Madrir, à ce moment-là, ce moniteur. Voilà, moi, je venais de terminer l'armée et c'était déjà l'été. On me demande si je serais intéressé d'être madrir pour 4 semaines de jeunes français. Ouais. Moi, je venais de terminer l'armée, je cherchais Un petit boulot. un petit boulot avant de commencer mes études, et j'ai, bien sûr, après un petit interview, Ouais. j'étais accepté. Et c'est un petit boulot qui, voilà, qui a été qui est décisif. devenu un gros boulot. Qui a été décisif. Donc, alors, c'est ça, c'est-à-dire que c'était... il y on avait te donne 4 le groupe de l'UEJF. Voilà, et Sophie était dans un autre groupe. Ah, Ouais. Et la dernière semaine, ils ont regroupé les 2 groupes de jeunes Français qu'il y avait. Et donc, on s'est tous, retrouvés. Et quand j'ai vu Sophie la première fois, je suis tombé des nues. ah ouais. Coup de foudre. Coup de foudre. Ah voilà. Sophie, Et, c'était la même chose ou ça a pris un peu plus de temps? Ça a pris un peu plus de temps. Ça a pris un peu plus de temps. Et il a fait un très bon boulot, j'avoue. Donc, Et- on a pris contact après le groupe. Donc, tu retournes, je suppose, après le groupe en France, retourne mais en vous restez France. en contact. Exactement. Alors, à l'époque, c'était un peu plus compliqué parce qu'il n'y avait pas les WhatsApp, Il y avait pas... rien. Les téléphones, Les c'était... téléphones Je travaillais durant toutes les années où elle n'était pas là, je travaillais pour financer Bezek. La minute était à 5 shekels. Ouais. C'était de la folie. C'est vrai que c'était cher à l'époque. C'était de la folie. C'était à l'époque Et très on cher. tient comme ça pendant 3 ans, le temps que je termine 3 mon ans. Toar. Ouais. Moi, je me fais à l'idée qu'a priori, Tu vas finir quand même je vais finir par venir. en Israël. Quand il y avait un doute, alors Richard me dit c'est bon, moi je vais retourner en France. Et puis. Mais en finale, tu arrives donc en Israël, donc avec en poche un diplôme dans de le domaine sciences. économique. Ouais, Ah, ouais. d'accord. Donc un diplôme sciences économiques. Pendant ce temps-là, toi, Richard, tu commences aussi des études, puisque tu commences des études au Technion. Donc tu es matheux. J'ai passé un bac à la base, à l'époque, c'était Bac C. un bac C ou D, non D. 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 Donc, c'était C'était un plus bac D. physique, biologie chimie. et Ouais. mathématiques. Mhm. Donc, j'ai fait une mechina au Technion. Ouais. Et à la fin de cette année, j'ai compris que c'était pas ma direction. Ouais. Mais depuis tout petit, je suis très attiré par la nature, les plantes. Ouais. D'où la photo d'ailleurs, hein, derrière toi. On te Voilà, voit donc, donc, dans un jardin avec un mur. On va aussi expliquer de quoi il s'agit. Donc, tout ce qui est nature en Israël pour des études universitaires, en tout cas, c'est l'université à Rehovot. Tout à fait. Donc, tu vas faire là-bas un diplôme en agronomie. C'est ça. Donc là, tu te sens bien, tu te sens proche de la nature, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'était extraordinaire. Déjà là, bon, cette faculté est plus la même. Ouais. À l'époque, c'était une petite faculté où ça ressemblait à un kibbutz, Mhm. avec des bâtiments très bas comme ça, beaucoup de gazon. Et j'ai vraiment kiffé cette période-là. Et toi, Sophie, pendant ce temps-là, donc tu arrives en Israël, tu fais d'abord une petite
un programme pour essayer de faire un Toar Sheni, donc un deuxième diplôme, mais là tu vois que c'est pas pour toi et que donc tu commences aussi une carrière, on va dire, professionnelle. Oui. Dans la high-tech. C'était tout le début Tout le début de la high-tech. Et j'envoyais mes CV de façon tout à fait aléatoire. Ouais. Et il y a une boîte qui m'a répondu. C'est-à-dire, je me souviens encore, elle m'a laissé un message en hébreu pour venir. Et je n'ai absolument pas compris le message, donc je ne les ai même pas rappelés. Ah oui. C'était incroyable. Et puis finalement, ils m'ont rappelé. Et puis, on a fait l'entretien en anglais. Parce que je n'avais pas encore un niveau d'hébreu assez bon. Tu as été prise quand même. Et j'ai été prise quand même. Les débuts étaient très durs. Ah ouais. C'était la vraie boîte israélienne. À cause de l'hébreu, à cause de la mentalité. Tout était nouveau. La langue, le domaine, la mentalité. Alors Richard, qu'est-ce qu'il fait dans ces moments-là? Il te soutient? Il me soutient, ouais. Plus d'une fois, j'étais vraiment sur le point de c'était très, très dur. Et il me disait, accroche-toi. Et il y a une phrase, je me souviens à l'époque, qui m'avait dit, et je crois que c'est une phrase qui est très importante même pour les nouveaux Olim, c'est que il m'avait dit, sauf tu es venu, tu te donnes pas la possibilité, l'option de repartir. Et c'est une phrase qui m'est restée dans la tête constamment. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où on a décidé de venir, il faut tout faire pour réussir. Il faut tout faire. Il faut pas se donner l'option de dire, OK, on va essayer 2 mois, 3 mois, 1 an. Non. Il faut s'accrocher. Et les débuts sont durs. Débuts sont durs. Alors, il y a le mariage. Ouais. Puisqu'on a dit que c'est le jour anniversaire du mariage. Donc, il y a exactement 25 ans. Ouais. À Jérusalem. Là, Betticho. Tout à côté du studio, de Studio Kelita. Donc, c'est vraiment un bel hasard. Bel hasard. Il y a des enfants, 3 enfants. 3 enfants chez qui sont, alors, eux, israéliens, 100%. Totalement, 100%. 100%. Même s'ils sont de parents français. Ouais, ils sont israéliens. On peut voir qu'il y a le touch européen. Ouais. À mon avis, ça se voit quand même dans l'éducation. Ouais. Ça se voit dans le côté vestimentaire. Et vous habitez toute cette période, en tout cas, à Jérusalem. On commence par Nachlaot, donc près du marché du Machane Yehuda, dans une petite maison. Oui, on peut définir ça comme ça aussi. Dans un très petit appartement, très vieux, très moche. On était bien, on était heureux. Et après, vous réalisez un autre rêve, en tout cas c'est peut-être plus le rêve de Richard, de construire une maison à côté de Jérusalem. C'était une étape aussi importante. Moi, c'était encore un autre rêve que j'avais. Bon, j'ai toujours vécu... dans la nature? Non, j'ai toujours vécu en cité. Ah ouais. À Paris, à Jérusalem, et depuis tout petit, je rêve d'une maison et d'un jardin. Ouais. Et on était justement à Yom Ha'atzmaut avec des copains et tout, et ils me disent, il y en a un couple qui nous parle comme quoi ils ont acheté un terrain dans le Moshav Mevo Betar. Alors j'ai entendu ça, il y a quelque chose ça m'a accroché comme ça. Je lui dis comment et où et Au bout de quelques jours, j'étais sur place déjà. Je savais qu'il restait encore quelques terrains à vendre. Et au milieu du terrain, j'appelle Sophie, je lui dis, écoute, je vois le terrain, c'est un endroit merveilleux. C'est où maintenant ou jamais. C'est où je termine la conversation et je vais signer le contrat pour acheter ou et Sophie, on va le louper. Qu'est-ce que Sophie répond? Sophie me dit la réponse que j'attendais. Écoute, je te fais confiance. Si tu penses que c'est ce qu'on a besoin, alors vas-y. Donc vous achetez ce terrain, vous construisez votre maison à Mevo Betar. Et parallèlement, plus ou moins, vous commencez, pas vous commencez notre carrière, mais vous vous spécialisez, on va dire, toujours donc dans le domaine du jardinage, paysagiste. Vous créez des murs végétaux. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs sur la photo. Oui. Alors c'est quoi un mur végétal ?
Et à la base, c'est des jardins qu'on trouve, qu'on voit beaucoup dans le paysage parisien et beaucoup de villes françaises. Ouais. C'est de là-bas que les murs végétaux ont commencé. C'est un botaniste, Patrick Blanc, qui a inventé cette idée de jardiner des murs. Et j'avais vu des projets à Paris quand j'étais retourné un moment à Paris. J'avais vu une superbe façade de murs végétaux et je me suis dit, voilà, j'aimerais bien faire ce genre de projet. En Israël. Et j'ai étudié les différentes possibilités d'adapter les différentes technologies qu'il y avait sur le marché au climat israélien. Et j'ai petit à petit développé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de murs végétaux. Donc, c'est des murs qui sont, je suppose, adaptés au climat israélien. Ouais, tout à fait. C'est le top niveau dans le sens que je peux aujourd'hui jardiner sans utiliser d'eau. D'eau ? Ça veut dire que j'utilise l'eau des climatisateurs. Ouais. Vous savez qu'il y a beaucoup d'eau qui tombe, ouais. qui généralement va qui est perdue. Tout à fait. Je récupère ces eaux et je les utilise pour irriguer les murs végétaux. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai des plans pour développer non seulement des murs, mais aussi des énormes bacs, où ça se fait beaucoup dans de nombreux projets, où tout le jardin est en forme d'énormes pots. Alors Sophie, toi de ton côté, toi aussi tu décides un peu de changer de carrière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après 18 ans plus ou moins dans le high-tech, on a été vendu, on a été racheté, on a été revendu, reacheté. La bulle du high-tech dans les années 2000 a un petit peu éclaté. Et je sentais que ça y est, il fallait faire autre chose. J'avais besoin de quelque chose pour moi et plus pour le nefesh, comme on dit. Donc j'ai démissionné. Et de façon tout à fait presque naturelle, j'ai continué avec le monde de la mode. Alors c'est un monde, tu dis naturel, ça veut dire que c'est un monde que tu connaissais déjà, que tu je connaissais, oui. Je connaissais de Paris en tant qu'étudiante comme petit boulot. J'ai toujours travaillé dans la mode, d'une façon ou d'une autre. Et pendant le high-tech, il y a plus ou moins 20 ans de ça, dans la partie commerciale, j'ai pris sur moi à chaque fois d'essayer d'aider les jeunes femmes qui étaient dans mon département du commercial pour leur apprendre un peu plus, si je puis dire, à s'habiller selon les rendez-vous, parce qu'à l'époque, c'était un petit peu... Donc là, tu commences, on va dire, une nouvelle carrière. C'est une carrière, on va dire, styliste ou tu vas donner des conseils, en fait ? Je donne des conseils quand je fais des ateliers pour des sociétés, pour des organisations. Et je fais aussi du stylisme. Bon, on aura l'occasion, je suppose, d'en reparler à une autre occasion, mais en tout cas, une nouvelle carrière qui s'annonce et qui continue jusqu'à présent. C'est un parcours bien chargé, je veux dire, pas seulement bien chargé, j'ai l'impression que vous cherchez tout le temps à réaliser vos rêves. J'ai résumé un peu ce que j'ai... C'est tout à fait ça. Il faut faire... Et c'est un peu le conseil que vous donnez à nos auditeurs qui nous écoutent et qui veulent faire leur alia, qui se posent des questions sur ça. Quel conseil on peut leur donner ? Déjà, ici, c'est la maison, c'est la vraie maison. Quand on se sent vivre chez soi, c'est le principal. On se sent bien, on se sent chez soi. Et après, on peut se développer individuellement, de réaliser ses rêves et de ne pas avoir peur d'aller
aussi de construire cette maison, ça voulait dire s'endetter et travailler plus, mais finalement... C'est quoi quand même les clés de la réussite de la Aliyah? Pas les clés de la réussite d'une carrière, mais pour être bien en Israël, pour être... Avant tout, c'est d'apprendre l'hébreu. Apprendre l'hébreu. C'est la base. Sans la langue, vous comprenez pas ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez pas vous intégrer. Vous pouvez pas. Je vois aujourd'hui. Je viens pas du tout critiquer, loin de là. Mais je vois la nouvelle Aliyah qui prend cette facilité, si je puis dire, d'aller travailler dans des call centers ou de rester dans des milieux très français. Je peux comprendre d'où ça vient et je les respecte. C'est pas la question, mais je dis je crois pas que ça soit si positif que ça à longue durée. Ouais. Ça peut être une étape. Mais il faut pas rester dans ça. Il faut pas rester dans ça. Il faut intégrer la société israélienne. Il faut absolument donner, même aux enfants. C'est pour ça l'armée, pour moi, c'est le passeport pour une intégration rapide et vraie. Je savais que en portant l'uniforme et faire mes 3 ans d'armée comme chaque jeune israélien est porté à le faire, je savais que chaque fois que je parlerais avec un Israélien, de quel âge sera-t-il, je serai égal à lui. J'aurais pas besoin de m'expliquer ou parce que vous avez eu le même parcours, vous avez eu 3 ans d'armée, vous avez passé... Et ça m'était important d'être combattant, de faire le maximum. C'est pour ça, j'ai quitté l'armée, j'ai étudié, j'étais bien avec la société. Ouais. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai réussi à faire mon Aliyah. C'est la meilleure explication. Et aussi, une chose très importante aussi, comme Sophie a dit tout à l'heure, c'est quand on décide de faire le pas, il n'y a pas... Je sais qu'on vient avec des enfants... Il faut tout faire pour réussir. Il faut être positif et de savoir qu'il n'y a pas de retour possible. Ouais. On est en Israël, on est chez soi en Israël, et il faut apprendre à y vivre. Richard et Sophie Rosenbaum, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Encore 25 années de bonheur et de complicité? Ouais, au minimum. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait partager votre très beau parcours et puis encore beaucoup de belles réalisations et de réalisations de rêves en tout cas pour vous et pour tous vos enfants. Merci beaucoup d'être venus à Studio Kalita. Merci de nous avoir suivis et nous nous retrouvons bien entendu très bientôt pour une autre Aliyah Story sur Studio Kalita. À bientôt, bye bye. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous.